Le week-end dernier, lors de WrestleMania 41, le règne de Cody Rhodes arrivait à son terme après la défaite subie contre John Cena. Un règne qui avait débuté l'année dernière lors de WrestleMania 40 après que Cody Rhodes soit venu à bout de Roman Reigns, mettant fin à son légendaire règne de 1316 jours. Et maintenant que c'est terminé, je pense qu'il est temps de faire l'autopsie du règne de Cody Rhodes. Est-ce que c'était si bien que ça? Est-ce que c'était pas terrible au final? On va revenir sur tout ça en détail dans cette tier list. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va revenir sur le règne de Cody Rhodes en détail. On va classer, évidemment, comme on sait si bien le faire, ses défenses de titre en tout cas, et ça va nous permettre de revenir en détail sur les storylines et essayer de voir si les critiques qu'il y avait à l'égard de Cody Rhodes étaient justifiées, si c'était trop, ou alors est-ce que c'était un règne parfait, tout simplement. Avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à liker la vidéo si vous passez un bon moment, à me donner votre avis dans l'espace des commentaires, quelle est votre défense de titre préférée de Cody Rhodes, et évidemment, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On continue de traiter de l'actualité du catch en général, on trouve des sujets plus ou moins intéressants, ça dépend. Je sais que cette semaine il s'est passé énormément de choses du côté de la WWE, mais je vais pas en parler cette semaine, je suis désolé. On l'a sûrement déjà fait dans le live avec R1 Fight qui aura lieu ce soir au moment où je tourne, mais il est déjà passé. Donc si vous n'avez pas vu ce live et que vous voulez voir un peu nos avis sur le dernier épisode de Raw avec les alliances Seth Rollins, Braun Breaker, Paul Heyman, John Cena et Randy Orton qui vont s'affronter certainement, voilà, il va falloir aller redécouvrir le live. Normalement ce sera chapitré, vous pourrez retrouver ça facilement. Donc voilà, tout simplement. Et maintenant, il va être temps de revenir en détail sur tout ça. Et donc, je vous présente la tier list. Vous connaissez maintenant la façon de faire de la maison. On a les catégories habituelles. C'est peut-être un peu trop comme catégorie d'ailleurs. Faudrait peut-être que j'en enlève une ou deux. Donc évidemment, mon préféré, c'est assez exhaustif. Hein. Je vais lire mon match préféré de tout ce qu'il y a à juger aujourd'hui. Les classiques, les très grands matchs vraiment marquants, possiblement parmi les plus grands de la carrière de Cody Rhodes. Les très bons matchs, voilà, c'est les très bons matchs. Les bons matchs, c'est les bons matchs. Mouais, c'est ok, mais on s'attendait à mieux. Pas terrible. Voilà, c'était vraiment pas fameux et on espérait beaucoup mieux. Et oubliable à oublier, c'est les désastres. Voilà. Mais en soi, je pense que je peux enlever cette dernière catégorie parce que franchement, il n'y en aura pas dans cette catégorie, je vais le dire maintenant. Donc on va la supprimer et on va se contenter de tout ça. Ça me paraît plutôt pas mal et je pense qu'on va pouvoir se lancer dès maintenant dans cette tier list et on commence avec, clairement pas des moindres, AJ Styles qui challenge Cody Rhodes pour le championnat de la WWE lors de Backlash à Lyon, en France. À France. Et oui, un match qui a beaucoup fait parler, qui a reçu l'incroyable distinction des 5 étoiles de Dave Meltzer, qui arrive pas souvent à la WWE, surtout quand on compare aux autres compagnies genre All Elite Wrestling, New Japan, tout ça. Et c'était le début, c'était la première storyline de Cody Rhodes, et alors je vous avoue que j'ai pas tant de souvenirs que ça de la storyline, il me semble pas que ça ait été non plus des plus marquants, et cette histoire s'est vraiment distinguée dans ces matchs, voilà, et AJ Styles a été possiblement le meilleur choix possible pour le premier adversaire de Cody Rhodes. Le seul souci qu'on peut reprocher à cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de suspense, on croyait difficilement que AJ Styles pouvait détrôner Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes avait besoin de grosses victoires pour démarrer ce règne de la meilleure des manières. Et que dire de ce match à Backlash? In-ring, c'est un sans faute. Les deux mecs nous sortent un grand match. En même temps, quand tu vois les deux noms qu'il y avait sur l'affiche, ça pouvait pas en être autrement. On pouvait pas imaginer autre chose. Et on a une victoire de Cody Rhodes. Je me rappelle je me demande si c'est pas une des premières fois qu'il sort son Cody Cutter depuis la 3ème corde. C'était un des plus beaux Cody Cutter qu'il ait jamais fait. Sublime. AJ Styles qui, malgré l'âge un peu avancé et le physique qui a beaucoup changé, où il était un peu plus stock et peut-être un peu moins agile entre guillemets, il sort quand même une très grande performance. Et puis tu couples à ça l'incroyable ambiance qu'il y avait en France. Je pense que je vais surprendre personne, c'est un classique pour ma part. Excellent match, c'est à voir et à revoir sans limite, c'était vraiment fantastique. Ouais, je pense que personne va venir m'atteindre pour ça, à part les haters du public de Lyon. Donc voilà, premier classique, je pense que voilà, il n'y a pas trop débat là-dessus. Et on passe au match, à la revanche qu'il y a eu lors de Clash at the Castle, qui était à Glasgow. Si je me rappelle bien, ça fait quand même déjà presque un an. Et ça, c'est un match que j'avais dû voir en différé parce que là, on est arrivé dans une période. Voilà, Backlash venait de passer. On venait de passer King and Queen of the Ring et ma hype était drôlement redescendue. J'ai vraiment lâché presque complètement la WWE. Je continue à suivre de loin, mais j'ai dû rattraper les PLE, donc Clash at the Castle. J'ai dû rattraper Money in the Bank. J'avais dû rattraper l'Elimination Chamber aussi, mais ça c'était dans un autre contexte. Voilà, c'était une période un peu compliquée pour ma part sur plusieurs aspects. Et là, on a donc cette revanche, comme je l'ai dit, entre AJ Styles et Cody Rhodes dans un I Quit match, qui était cette fois-ci l'opener de Clash at the Castle.
quand à Backlash c'était le main event. Et voilà, c'est un match où j'ai pas ressenti les émotions que j'aurais dû ressentir, certainement parce que je l'ai vu en différé. Mais il me semble quand même que je l'avais mis dans mon top 10 de mes matchs de l'année 2024. Parce que franchement c'est super, c'est excellent, là aussi in-ring, mais en plus de ça on a une certaine violence. Si je me rappelle bien, il y a Cody Rhodes ou AJ Styles, un des deux qui doit saigner pendant le match. On utilise des objets, il y a Cody Rhodes qui est vraiment déterminé à s'imposer, il est prêt à frapper AJ Styles avec les escaliers, tout ça. J'ai un très très bon souvenir de ce match, et je pense que j'aurais encore plus kiffé si je l'avais vu en direct, ou en tout cas dans les conditions du direct presque. Dans l'air du temps quoi, sans spoil, c'est ça que je veux dire, je m'en mêle. Ah mais attends, je commence à avoir un doute, je crois que c'est Logan Paul d'abord qui vient avant. Je crois que c'est Logan Paul plutôt qui vient avant. Bon enfin c'est pas grave, on a commencé à en parler, on va classer ce match d'abord de toute façon. Et ouais, j'ai adoré ce match en plus de ça, là aussi t'as un public phénoménal. Pour le coup, l'Écosse a fait un deuxième meilleur public de 2024 selon moi, clairement. Ça se tape avec l'Allemagne aussi, on va y revenir. Ouais non, là ça va aller dans classique aussi, je pense que on va voir à la fin parce que ce sera un candidat pour mon préféré. Parce que je vous préviens tout de suite, il y en aura 3 dans cette catégorie. Il y en a un troisième qui va arriver après. Ça se jouera entre les 3 qui seront là. Je pense quand même que j'ai une préférence pour celui de Backlash, mais on va y venir, on va y venir. Et donc du coup, oui, je me suis trompé. C'est vrai que King and Queen of the Ring, c'était avant Clash at the Castle. Donc Cody Rhodes qui défend contre Logan Paul, le nouveau champion des États-Unis. Enfin nouveau, ça faisait quand même depuis le Rumble qu'il était champion. Storyline, bon, c'était vraiment juste pour avoir une grosse affiche, ou en tout cas pour avoir Logan Paul en Arabie Saoudite, pour le gros chèque, tout ça. C'est une storyline qui a fait pas mal débat, j'ai pas forcément été fan non plus, parce que bon, bah voilà, le championnat des États-Unis qui ne sera pas défendu. Logan Paul, déjà qu'il est pas là souvent en plus, donc s'il défend pas le titre, bah c'est pas ouf quoi. La storyline en soi m'a pas emballé plus que ça, en plus c'est l'époque où je commençais doucement à descendre au niveau de ma hype, mais par contre le match était vraiment très solide. Le truc que j'avais à reprocher à ce match, c'est quand même que le finish, la fin du match, c'est quand même vachement étendu, et on a eu peut-être 3-4 faux finish à la fin, et ça devenait peut-être un peu longué, voilà, si je puis me permettre. Mais en soi, in-ring c'est vraiment très solide, les deux nous offrent une vraie bonne perf. Logan Paul, voilà, c'est plus à prouver, on sait qu'il a les qualités pour sortir des grands matchs. Voilà, on l'a vu contre AJ Styles à WrestleMania, même si le résultat a fait débat, pour moi le match était très solide. Ces matchs contre Rollins, contre Roman Reigns, contre Ricochet, contre LA Knight, même contre Kevin Owens au Royal Rumble, c'était très sympa. Voilà, c'était un très très bon match, il y avait l'overbooking à la fin, c'était solide. Le public en plus, le public saoudien était vraiment très vocal sur ce show. J'ai souvenir aussi du triple menace pour le championnat intercontinental. C'était un triple menace où il y avait Chad Gable, Sami Zayn et puis Bronson Reed. Bon, le public était à fond derrière Sami Zayn, mais ouais, dans ce show il y avait une vraie ambiance. Et ouais, il y avait aussi ce match entre Gunther et Randy Orton que j'ai adoré. Ça va aller dans très bon. Ça va aller dans très bon. On passe vraiment un bon moment devant ce match. C'est particulièrement divertissant. Mais bon voilà, encore une fois, le souci de ce match, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Et c'est peut-être ce qu'on va reprocher à la plupart des premiers matchs. Ça va arriver après où il y aura un peu plus de suspense quand même. Mais là ouais, on n'était pas convaincu du tout que Logan Paul allait remporter le titre. Donc le match qui a suivi, qui a suivi Clash at the Castle, là c'est là qu'on a eu pas mal de soucis avec Cody Rhodes, le match contre Solo Sikoa lors de SummerSlam dans les Bloodline Rules. Voilà, ça a été le gros point noir du règne de Cody Rhodes selon moi. On va dire que le gros point noir en soi, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de storylines vraiment marquantes, il n'y a pas eu d'histoires qui sont sorties du lot, si ce n'est les deux dernières avec Kevin Owens et avec John Cena. Le reste c'était des histoires, je dirais pas basiques, mais c'était histoire de mettre le règne en place, et ouais, c'était un peu compliqué. Et en fait, ce qui a été vraiment le plus compliqué dans ce règne, c'est que Cody Rhodes a beaucoup trop tourné autour de la Bloodline. On savait que voilà, il y allait avoir du beef, c'est comme ça qu'on dit, entre Cody Rhodes et la Bloodline. Cody Rhodes qui a détrôné Roman Reigns, donc Solo Sikoa qui a pris le relais, qui veut aller récupérer le titre et le ramener à la Bloodline, qui construit son nouveau clan avec Tama Tonga, Jacob Fatu, Tonga Loa. Mais ça a duré beaucoup trop longtemps. On a eu du coup à cette storyline, Cody Rhodes qui défend pas du coup à Money in the Bank, alors que le match contre Solo Sikoa aurait très bien pu se faire à ce moment-là, et à la limite tu faisais une revanche à SummerSlam. Bon, les gens râlent beaucoup parce que Solo Sikoa c'est pas le plus flashy dans le ring, et je pense que ouais, si je devais sortir le plus gros défaut de ce règne, c'est bon voilà, certaines storylines qui étaient pas très marquantes, mais le pire c'est que la storyline, l'histoire, la rivalité avec la Bloodline a duré beaucoup trop longtemps. Qui est une rivalité, aucun souci, c'était logique de toute façon, mais ça a duré beaucoup trop longtemps. Voilà, c'est ce que je vais reprocher au règne de Cody Rhodes, même si dans l'ensemble, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce règne et je suis même
particulièrement déçu que ça se soit terminé. Maintenant, on va parler du coup, enfin, de ce match, les Bloodline Rules. On a repris les règles du main event de WrestleMania 40 pour nous offrir ce match à SummerSlam. Et alors, je sais que c'est un match qui a pas forcément transcendé les gens. Il me semble, je me rappelle les avis Cage Match, on était aux alentours de 6 de moyenne à peu près. Ça venait conclure un SummerSlam qui était vraiment bien. J'ai un très bon souvenir de ce SummerSlam. Il y avait le LA Knight Logan Paul, du coup ce main event, avec en plus l'événement très particulier qu'il y a eu à la fin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à ce SummerSlam déjà ? Il y avait Rhea Ripley contre Liv Morgan, il me semble que j'avais bien aimé. Enfin bref, je me prends trop la tête là. Donc oui, on a eu ce main event, donc forcément Bloodline Rules, on a eu un truc assez similaire à ce qu'on a eu dans le main event de WrestleMania 40, avec une première partie, on va se battre, on va utiliser des objets, et il y aura la fin où il y aura l'overbooking avec les copains de Solo Sikoa, et évidemment le retour de Roman Reigns, qui est un des moments que j'ai le plus kiffé de l'année 2024, encore une fois les émotions, vous savez très bien ce que je pense de Roman Reigns, et c'est sûr que ça joue beaucoup en la faveur de ce match, on va pas se mentir que voilà, c'est un gros bonus, et c'est même surtout pour ça qu'on se rappelle de ce match. Après honnêtement, moi j'ai bien aimé quand même, hein. J'hésite entre très bon et bon, parce que dans l'ensemble, même si on oublie l'overbooking à la fin, c'est pas un mauvais match du tout. J'ai un bon souvenir de ce match. Je pense qu'à la limite, je vais le mettre très bon, mais en low tier. Je vais mettre bon low tier. Après, non, je vais le mettre en bon high tier. On va le mettre assez haut quand même dans la catégorie des bons. Voilà, ce qui est le plus compliqué, c'est que la storyline avec la Bloodline a beaucoup trop duré. Puis on a eu du coup déjà le match par équipe à Money in the Bank. Comme je l'ai dit, on a eu le match par équipe à Bad Blood ensuite. C'était long, c'était trop long. Et ça va s'éterniser encore quelques temps. Maintenant, on commence avec le programme qui a été, je pense, sans aucun débat, le meilleur programme l'un des meilleurs programmes de 2024 déjà. Mais au-delà de ça, la meilleure rivalité du règne de Cody Rhodes, sans le moindre doute. La rivalité avec Kevin Owens, et on a ce premier match lors de Bash in Berlin en Allemagne. Alors à ce moment-là, Kevin Owens n'a pas encore tourné heel. On est encore sur une rivalité plutôt amicale, où au départ justement Cody Rhodes il dit bah Kevin, tu m'as vachement aidé, t'es vachement sympa, donc vas-y je te donne un match de championnat. Kevin Owens au début il est pas fan, mais il comprend que sinon ce sera Roman Reigns à sa place, donc non vas-y on fait le combat. Et au début c'est une storyline dans le respect quand même, et on joue pas mal sur une blessure au genou de Cody Rhodes qui est vendue depuis quelques temps. Et Kevin Owens qui, dans ce match, en fait, n'ose pas capitaliser sur ça pour prendre le titre, et qui essaie de gagner à la loyale, et au final, c'est ce qui lui coûte le match, et il s'incline lors de Bash in Berlin. Et voilà, à la fin du match, on ressent la frustration de Kevin Owens, on commence doucement à amorcer le turn, et donc ce match se déroule dans l'opener de Bash in Berlin, et franchement, oh là là, c'était bien. C'était super bien. Après, c'est vrai que quand j'ai regardé Bash in Berlin, j'étais pas dans un mood, j'étais pas forcément d'hyper bonne humeur, on va dire. J'ai regardé le show parce qu'il fallait rattraper quand même, fallait regarder. Mais c'est vrai que je suis ressorti du show en mode, j'étais pas transcendé non plus, tu vois. C'est pas un show qui m'a laissé des étoiles plein les yeux, même si on a eu des superbes matchs et le show dans l'ensemble était très solide. Mais c'était un excellent opener et ça va partir dans très bon. Après, honnêtement, j'hésite entre au-dessus ou en dessous de Logan Paul. C'est à peu près. Je vais peut-être le mettre en dessous quand même, hein. Je pense que j'ai vécu plus d'émotions devant le match de King and Queen of the Ring, paradoxalement. Mais ouais, il y a d'autres matchs où j'ai vécu beaucoup plus d'émotions. Ouais, dans ce qui reste, il y en a qu'un. Mais enfin voilà, c'est quand même un très bon match. Kevin Owens toujours égal à lui-même. Et peu de temps après, du coup, on aura le turn qui aura lieu, il me semble, juste après Bad Blood, avec ce segment filmé depuis les extérieurs de l'arène où Kevin Owens pète un câble parce que Cody Rhodes il a fait équipe avec Roman Reigns, sacrilège. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et on va passer à la suite. Un match que j'ai dû rattraper, que j'ai regardé seulement hier, je l'avais pas vu encore. La revanche entre Cody Rhodes et Solo Sikoa pour le titre lors de SmackDown, c'était la première sur USA Network. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette affiche quand même avec les nouveaux graphiques de SmackDown, ça aurait été vachement joli. Du coup, oui, j'ai rattrapé ce match seulement hier. C'est là qu'on commence à lancer le match par équipe pour Bad Blood. Il y a Roman Reigns qui arrive à la fin. Et j'ai été très agréablement surpris par ce match. Solo Sikoa il fait une belle perf. Cody Rhodes, en fait je me rends compte que de plus en plus j'aime bien la stipulation du Steel Cage Match. Je disais il y a encore quelques mois que c'était vraiment une stipulation que j'aimais pas de fou,
Mais au final, je me rends compte qu'il y a énormément de matchs qu'il y a eu dans cette stipulation que j'aime beaucoup. Bah, je pense au Roman Reigns Kevin Owens de SmackDown en 2020, le Bret Hart Owen Hart de 94, je crois, à SummerSlam. Je crois que c'est l'année de WrestleMania 10, donc il me semble que c'est ça. Il y a quand même eu pas mal de matchs mémorables dans cette stipulation. Si, il y a eu aussi le Trish Stratus Becky Lynch de Payback il y a 2 ans. De plus en plus, ouais, j'aime beaucoup cette stipulation en fin de compte, alors que pourtant c'est une de celles que j'aimais le moins. Et ouais, c'est un très bon match, franchement, je pense... In-ring, je pense que c'est quand même au-dessus de SummerSlam. Je sais pas, en fait, j'aurais peut-être dû revoir le match de SummerSlam pour me le remettre en tête. Parce que j'ai un très bon souvenir de ce match, en grande partie à cause du retour de Roman Reigns, mais je sais qu'objectivement, c'est pas phénoménal, mais en même temps, j'avais passé un bon moment devant le match, avant même que Roman Reigns revienne. Je vais le passer en très bon, je pense, en fait. Et je vais mettre celui-là légèrement au-dessus, en dessous. C'est dur. On a Cody Rhodes qui saigne très tôt dans ce match, d'ailleurs, en plus. Et en plus, là aussi, il va mettre un Cody Cutter légendaire. Où il est accroché à la cage assez haut et Solo Sikoa il le vend super bien. Cody Rhodes qui va mettre un splash aussi depuis le haut de la cage, mais un gros zinzin ce mec. Et on va voir par la suite qu'il a fait bien pire de toute façon. Mais franchement, on passe un bon moment devant ce match, hein. Ça vaut le détour. Ah non, allez, je suis peut-être un peu trop sympa avec Solo Sikoa parce que j'ai envie de le défendre, parce que le mec a quand même carry l'année 2024 pendant des mois. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut dire que il s'est montré quasiment toutes les semaines à SmackDown. Il a catché, il a sorti des grands matchs, SummerSlam, Backlash. Qu'on donne du respect à Solo Sikoa. Le mec n'a pas eu de match à WrestleMania alors que bon, il a été l'un des MVP de 2024, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais bon, je suis peut-être quand même un peu trop sympa. Les matchs se regardent très bien en tout cas, il n'y a aucun souci là-dessus. Bah ouais, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est le premier match où il y a une vraie rivalité entre les deux, entre Cody Rhodes et Kevin Owens, lors du retour de Saturday Night's Main Event, show historique de la WWE dans les années 80-90, peut-être même avant encore, je sais plus trop, là, je suis vraiment pas assez renseigné. Et voilà, un gros retour, on redonne un aspect old school au show pour créer une atmosphère. Et du coup, j'ai regardé ce match hier aussi, j'avais pas pu regarder Saturday Night Main Event en temps et en heure, donc j'ai rattrapé le match hier. Et déjà, ouais, c'est vrai qu'on ressent une atmosphère sympa, un peu à l'ancienne, mais avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Cody Rhodes en plus qui exceptionnellement rentrait avec la Winged Eagle Belt, symbolique des années 80. Et le match, c'est pas très long. Voilà, c'est Saturday Night Main Event, c'était un weekly plus quoi. C'était un SmackDown, un Raw évolué entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, on avait des gros matchs, des grosses storylines. Il y avait aussi le triple menace où Gunther défendait contre Damien Priest et Finn Balor. Voilà, il y avait des grosses affiches, mais t'as les soucis des weekly, donc beaucoup de pubs, des coupures pendant les matchs, qui cassent un petit peu le rythme, c'est un peu dommage. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le match de SmackDown entre Solo Sikoa et Cody Rhodes, il n'y avait pas de coupure pub sur celui-là, parce que la première heure du show était sans coupure publicitaire. Et du coup, vu que c'était l'opener, il n'y avait pas de coupure et c'était très agréable. Et pour en revenir à ce match de Saturday Night Main Event, c'est pas long, mais c'est vachement bien quand même. Il y a une belle ambiance, t'as l'atmosphère encore une fois un peu old school du show avec les couleurs, les affichages, Charles Robinson aussi qui est habillé en tenue d'arbitre de l'époque. Il y a Jesse Ventura au commentaire. Jesse Ventura, c'est bien ça? Oula, j'ai peur de dire une bêtise. Il y a une ambiance et puis le match, on commence doucement à ressentir l'animosité entre les deux, même si c'était pas encore des plus violents. Kevin Owens encore excellent qui va imiter Randy Orton à un moment avec la back suplex sur la table et lui faire un petit coucou à la caméra. En soi, le match c'est pas légendaire, mais on passe un bon moment. Ça va aller dans le bon et je pense que ça va être le plus haut des bons. Je sais pas, parce que quand même il se passe beaucoup de trucs dans les deux autres. Je vais le mettre au milieu, allez. J'ai vraiment du mal. En fait, j'aurais vraiment dû revoir le match de SummerSlam parce que là, j'ai beaucoup de mal à me projeter, à le juger comme il faut. Mais enfin, je pense que voilà, la catégorie bon match colle très bien à celui-ci. C'est l'entre-deux entre Bash in Berlin et le Royal Rumble dont on va parler juste après. Ça vaut le détour. Voilà, c'est un match qui vaut le détour quand même, mais pas des plus mémorables. En fait, je pense que je vais le mettre en dernier parce que c'est peut-être le moins mémorable du règne de Cody Rhodes dans l'ensemble. C'est peut-être le match, si on me dit cite-moi toutes les défenses de titre de Cody Rhodes, c'est peut-être celui qui sera le plus facilement oublié. Cela dit, il y a quand même celui contre Solo Sikoa ici. Hein. Bon allez, pour ça, on va mettre les deux ici en dernier, voilà, parce que c'est peut-être pas les plus mémorables de tous. Maintenant on va passer à un des très early candidats au match de l'année 2025. Le ladder match du Royal Rumble 2025. La storyline s'est vraiment intensifiée depuis. Et on arrive à ce match où Kevin Owens se proclame
champion du monde avec la Winged Eagle Belt. Il y a les 2 ceintures qui sont suspendues au-dessus du ring. Ce match que j'ai vécu en live, on l'avait vécu en live, on avait fait le live react du Royal Rumble. N'hésitez pas à aller revoir ça. Et c'est un match, j'ai ressenti un truc que j'avais très peu ressenti en tant que fan de catch. J'ai pas vu ça beaucoup, c'est peut-être même une des premières fois où j'étais pas à mon aise devant ce match. Les mecs, il y avait une atmosphère déjà, on ressentait c'est même plus de l'animosité, c'est vraiment de la haine là. Il y avait de la haine entre les deux, et on l'a ressenti profondément dans ce match. Les mecs vont prendre des bumps complètement insensés. Cody Rhodes qui va s'écraser contre les barreaux de l'échelle. Il y a ensuite putain, je crois que c'est le spot qui m'a le plus impressionné dans le match, c'est le Fisherman Brainbuster que Kevin Owens porte depuis la 2e corde, et Cody Rhodes va s'écraser sur l'échelle. Sur le moment, Cody Rhodes, le selling était tellement parfait, j'ai cru qu'il était dans le coma, quoi. Vraiment. J'ai eu très très peur sur ce match, et ouais, c'est la première fois de ma vie en tant que fan de catch que j'ai ressenti ça, un profond malaise devant ce match. Et que dire à la fin de l'Alabama Slam sur l'échelle, avec un Kevin Owens en sang, avec Sami Zayn qui arrive à la fin pour s'assurer que tout le monde va bien. Il y avait une atmosphère dérangeante dans ce match, vraiment. Et puis Cody Rhodes à la fin qui vient décrocher les 2 ceintures, la pose au-dessus de Kevin Owens avec les ceintures là, une des poses les plus froides de l'histoire du catch, et très clairement un des prétendants pour les matchs de l'année 2025. S'il est pas dans mon top 10 à la fin de l'année, je me coupe une... Quel match de zinzin, et ça va aller dans Classique et un candidat pour mon préféré, sans aucun doute. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un match où j'étais pas à l'aise. Il y avait un malaise qui se créait tellement le match était d'une violence pas possible. Et je sais plus si Dave Meltzer a donné 5 étoiles à ce match, je suis pas sûr, et franchement ça aurait mérité. Ça aurait mérité parce que les mecs, non, ça, j'ai pas arrêté de dire en live react, c'est des malades, c'est des zinzins, pourquoi faire ça? On sait que Kevin Owens, il aime prendre des bumps à la con, mais c'était vraiment too much là. Après, c'est vrai que j'ai pas vu ses anciens matchs du côté de Ring of Honor notamment. Je sais qu'il a eu un très très grand match contre El Generico / Sami Zayn, que j'ai dans mes à regarder plus tard sur YouTube depuis bientôt 2 ans. Il va falloir que je le rattrape celui-là. Mais en tout cas, ouais, ce match du Royal Rumble, si vous l'avez pas vu, je vous ordonne d'aller le voir. Parce que franchement, il faut le voir pour le croire en fait. C'est ça l'expression. C'est un match hors du temps. C'était vraiment un moment à part dans le Royal Rumble. C'était complètement une autre atmosphère. C'est vraiment indescriptible ce que j'ai vécu dans ce match. Et enfin, aïe aïe aïe, on en a déjà parlé en début de semaine du coup, dans la review de la nuit 2 de WrestleMania, le main event de WrestleMania 41, où Cody Rhodes défend contre John Cena. Là là, on en a déjà parlé, on en a sûrement reparlé avec Erwan lors du live. Donc une histoire qui est partie donc d'Elimination Chamber. Donc au départ, Jey Uso remporte le Royal Rumble, il choisit Gunther. Donc lors d'Elimination Chamber, on va désigner le challenger de Cody Rhodes. Et on avait un Chamber maxi stack, CM Punk, Seth Rollins, Damian Priest, Drew McIntyre, Logan Paul et enfin John Cena qui remporte le match à la fin en opportuniste, qui était déjà peut-être un premier écran de fumée, une première piste vers le heel turn qui allait arriver en fin de soirée. Le segment légendaire à la fin, l'un des top 3 des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Et de ça, l'histoire était lancée. On a eu les promos lors de la tournée européenne, d'abord à Bruxelles, Glasgow, Londres, et enfin la dernière lors du SmackDown de la veille de WrestleMania. Des promos vraiment très intéressantes où les deux se sont envoyés des pics. On s'est répondu dans les 2 dernières où là on avait vraiment un réel échange. Une histoire qui est ouais, certainement la 2e plus marquante de ce règne après celle avec Kevin Owens. Et on avait une histoire qui s'est vraiment construite progressivement. On a eu très peu de physicalité entre les deux sur l'ensemble de l'histoire. Et c'était voilà, c'était la meilleure façon, je pense, de faire monter en puissance cette histoire, avec l'opposition incroyable entre John Cena, héros historique de la compagnie, qui est devenu le plus grand méchant, qui a tourné le dos aux fans, contre le nouveau PBD Oro, comme j'aime bien dire, de la WWE en la personne de Cody Rhodes. Le match au sommet, Cody Rhodes qui a battu Roman Reigns l'an dernier, et John Cena qui est dans sa dernière année, son dernier WrestleMania, qui va essayer d'aller chercher le 17e titre. L'histoire était super, il y avait tout pour avoir un moment légendaire à la fin, quoi qu'il arrive. Et maintenant on va parler du match. Comme je l'ai dit, je vais redire un peu ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo, in-ring on pouvait pas s'attendre à beaucoup plus. In-ring c'était, voilà, John Cena, on sait bien que depuis plusieurs années, c'est plus du tout ça dans le ring. C'est vraiment, physiquement, il est très limité, et c'est resté très simple dans le ring. Honnêtement, j'attendais pas beaucoup plus. C'est vrai que c'était peut-être un peu trop moyen.
Dès lors que John Cena a pris le dessus, c'était très méthodique, on a pris beaucoup de temps. John Cena, il se contentait juste de mettre 2-3 droites. Il n'y avait pas grand-chose de vraiment transcendant, mais c'était à prévoir. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand même sur le match, c'est l'atmosphère qu'il y avait. Le public était bruyant, on sentait quand même la tension du match, la tension de l'histoire, et la tension de qu'est-ce qui va se passer à la fin. Est-ce que quelqu'un va se montrer? Est-ce qu'on va avoir The Rock? Est-ce qu'on va avoir Travis Scott? Au final, on en a eu qu'un des deux. D'ailleurs, The Rock, il a donné une interview il y a pas longtemps, je crois que c'était chez Pat McAfee, où il a justifié son absence à WrestleMania, et il a dit je pense que l'histoire du Final Boss c'était fini, donc je les ai laissés écrire leur histoire. Mais du coup, ça faisait complètement aucun sens de faire tourner John Cena alors qu'il y avait The Rock en même temps, faire comme s'il y avait une alliance qui se crée entre les deux. Donc bon, on va pas revenir sur ces propos de The Rock plus en détail. Mais voilà, ce qui est très critiqué, très critiquable et que je n'ai pas aimé de ce match, c'est le finish. On a Travis Scott qui arrive, ok, Travis Scott, ça fait sens parce qu'il était là à Elimination Chamber, peut-être qu'on débute quelque chose avec lui. Ça fait pas forcément de sens que ce soit lui qui vienne à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait du sens parce qu'il était là, mais là où ça fait pas de sens, c'est que c'est pas un catcheur, c'est pas un mec qui sera là régulièrement, on va pas le revoir, Travis Scott, on le sait très bien. Voilà, ce qui est embêtant, c'est que... voilà, on a ce finish, on attendait beaucoup plus, quoi. On attendait The Rock, on attendait qu'il se passe quelque chose. Et au final, Cody Rhodes perd le titre. Alors en soi, la façon dont il perd le titre, c'est pas insensé, quoi. Il reste fidèle à ses principes et du coup, il se fait avoir par un John Cena qui est devenu horrible. Mais voilà, le truc, c'est qu'il prend un vieux coup de ceinture. Il a 30-40 secondes pour récupérer le temps que l'arbitre revienne. Et il se dégage pas. Le finish est vraiment underwhelming, comme on dit. Alors c'est un beau moment, John Cena qui remporte le titre, il y a de l'émotion, tout ça. Mais moi je suis resté vraiment sur ma faim, quoi. Il y a eu un gros coup de... C'était vraiment un... Ah ouais, c'est fini, comme ça. Ouais, un gros... un sentiment d'inachevé, quoi. Il pouvait y avoir 5 minutes de plus, où il aurait pu se passer plus de trucs encore. Comme j'ai dit, in-ring, on pouvait pas s'attendre à beaucoup plus. Les gens qui se plaignent que le match était pas ouf en lui-même, sans parler du finish... Voilà, c'est un moment, il faut se rendre à l'évidence. On n'allait pas avoir un classique, on n'allait pas avoir un 5 stars, et c'était vraiment dans l'histoire qu'elle allait être racontée, l'atmosphère, tout ça, que ça allait jouer. Et tout était presque parfait selon moi, en tout cas dans ce qu'on devait attendre, jusqu'à ce finish qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc oui, je suis... En vrai, si on avait pris le match pour ce que c'était, qu'on avait eu un finish de zinzin, je l'aurais peut-être mis dans bon, honnêtement. Bon, mouais à la limite. Je pense que j'aurais pu le mettre dans bon. Mais ouais, je vais le mettre dans pas terrible. Clairement, j'ai été tellement déçu de la fin du match. Encore une fois, que John Cena gagne, ok. Même si j'aurais préféré que ce soit Cody qui l'emporte. Que John Cena gagne, pas de souci. Je m'y attendais de toute façon, ça a été mon pronostic. Mais ouais, c'est la façon dont ça a été amené qui me laisse un petit peu froid. Et je sais que ça a été le cas d'énormément de gens. Et c'est vrai que la nuit 1, nuit 2 de WrestleMania, c'était drastiquement opposé, où t'as une nuit 1 qui était moyenne sur l'ensemble et qui s'est bien terminée. La nuit 2, c'était complètement l'inverse, qui était plutôt bonne, voire très bonne dans l'ensemble, et qui finit de manière très décevante. Après, encore une fois, oui, c'était l'objectif, que la victoire de John Cena ait un goût amer, qu'on se dise « Oh là là, il a vraiment gagné comme ça, c'est un heel de toute façon, il est méchant », et qu'on soit déçu de la façon dont ça se termine, ok. Mais là, c'était quand même un peu trop, quoi. Qui gagne en trichant, ok. Après, tu vas me dire que Cody Rhodes s'était dégagé de 4 attitudes adjustment plus tôt. Mais ouais, moi j'attendais plus de ce match, j'attendais plus du finish. Et ouais, ça va aller dans pas terrible. Je vais pas le mettre dans oubliable à oublier, parce qu'il y a des trucs à tirer de ce match quand même. C'est le 17ème titre de John Cena, c'est un moment d'émotion. Il y a quand même une atmosphère dans ce match. Mais voilà, ça va être ici. Et bah du coup, j'y pense, j'aurais pu le classer dans ma tier list des main events de WrestleMania. Et je pense que je l'aurais mis dans pas terrible, voire mouais, peut-être que j'aurais été un peu plus indulgent, parce qu'on juge sur l'ensemble des WrestleMania. Voilà, j'ai vu des gens dire que c'était le pire main event de l'histoire, que c'était le pire Mania de l'histoire. Faut doser. Faut doser quand même, il y a eu beaucoup de choses très sympas à retirer de ce WrestleMania. Peut-être pas ce main event malheureusement. Mais voilà, ça va être le classement de ce match, il va aller dans pas terrible. Maintenant, il va être temps que j'élise mon match préféré entre les trois qui sont ici. Vous connaissez la classique, on va éliminer petit à petit pour désigner mon number one. Et le premier que je vais éliminer, c'est vraiment pas de sa faute à ce match, c'est moi qui n'avais pas regardé le show en direct. Je vais éliminer Clash at the Castle en premier. Le match est vraiment bien. Celui-là aussi, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment à voir. C'est un des meilleurs matchs de 2024, pardon. Mais ouais, il y a le souci de pas l'avoir vu en direct. Après, même si je l'ai vu en différé, j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur ce match.
Mais ouais, voilà, c'est vraiment juste le contexte dans lequel j'ai regardé ce match qui ne va pas aider. Maintenant, on a deux matchs qui sont complètement différents. C'est une folie. D'un côté, on a un match où j'étais dans le meilleur mood possible, en live react là aussi. Putain, j'y pense, c'est deux matchs que j'ai vus, qu'on a regardé en live sur la chaîne. C'est fou. Donc du coup, on a ouais, deux matchs qui sont complètement différents. On a ouais, un match dans lequel j'étais dans une euphorie pas possible. T'as le public, t'as toute une... Là, c'est vraiment une ambiance presque joyeuse dans ce match. Et de l'autre côté, il y a la violence, il y a une scène de film dérangeante, quoi. C'est vraiment le malaise contre l'euphorie. C'est vraiment une opposition très étrange. Et on a, bah là, en plus, ces deux adversaires, c'est deux de mes catcheurs préférés qui sont faciles dans mon top 10 de mes catcheurs préférés. Bah, même Cody Rhodes, qui est dans mon top 10, je pense. C'est que des catcheurs que j'adore. Et deux matchs qui sont tellement différents, c'est trop dur. Ah, c'est dur, mais je pense quand même que je vais garder celui de Backlash. Alors peut-être que je suis biaisé par le public, c'était en France, il y avait voilà le live react, mais en fait je pense que il y a vraiment, c'est vraiment un truc très particulier ce match du Royal Rumble, mais ouais Backlash c'était encore dans un autre temps. Il y a le public qui fait tout, les chants il est phénoménal pour AJ Styles, l'in-ring était super. C'était, tu pouvais pas mieux commencer le règne de Cody Rhodes, je pense. Tu t'avais pas mieux pour commencer. C'était fantastique. Et je pense que ouais, ça va être mon dernier mot. Mon match préféré du règne de Cody Rhodes sera le match contre AJ Styles lors de Backlash. Et bien voilà, je pense qu'on en a fini avec cette tier list. Si j'y pense, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, enfin dans la description plutôt. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du règne de Cody Rhodes? Comme je l'ai dit dans l'ensemble, c'était un très solide règne. On sait qu'en tant que babyface, c'est pas facile de garder les fans investis tout le long parce que ça peut vite tourner en rond, ça peut être lassant de voir un gentil gagner tout le temps. Alors que bah, quand c'est un heel genre Roman Reigns, genre Gunther, genre Triple H aussi fut un temps, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un méchant qui domine en se disant bah, qui va enfin détrôner ce mec, qui va venir à bout de ce gars-là. Et c'est sûr que voilà, en tant que babyface, c'était pas évident et on a vu la même chose avec Seth Rollins quand il est devenu champion du monde. Avant qu'il devienne champion, on disait ouah, c'est Seth Rollins qui doit gagner le titre, impérativement, il y a que lui. Et une fois qu'il est devenu champion, il y a plein de gens qui se sont mis à râler parce que c'est Seth Rollins, qu'il est trop gentil, qui domine tout le temps. Alors que pourtant il a eu un super règne, et d'ailleurs ça aurait pu être intéressant de le faire en tier list. La tier list aurait été peut-être beaucoup plus longue parce qu'il a pas mal défendu le titre, Seth Rollins. Mais enfin voilà, moi c'est un règne que j'ai beaucoup aimé, mais manque de storyline marquante, storyline avec la Bloodline qui a duré beaucoup trop longtemps, et une fin qui est un petit peu décevante, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, pour moi c'est un règne qui était vraiment solide. L'autre souci, c'est qu'on a difficilement cru à une défaite jusqu'à peut-être Kevin Owens. Je me rappelle que, par exemple, au Royal Rumble ou même à Saturday Night Main Event, on pensait que Kevin Owens pouvait prendre le titre. Autrement, on n'a pas vraiment ressenti d'inquiétude du côté de Cody Rhodes à ce niveau-là. Mais ouais, sinon, dans l'ensemble, pour moi, c'est un règne qui était très solide. Un peu dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps. Maintenant, j'ai qu'un espoir, c'est qu'il aille rechercher le titre à John Cena au courant de l'année, peut-être à SummerSlam. Ce sera ma tier list, n'hésitez pas donc à me donner la vôtre dans les commentaires, quel est votre match préféré, votre top 3 peut-être. Votre avis évidemment sur ce règne de Cody Rhodes. Si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Je vous remercie infiniment des retours, des statistiques sur les vidéos, les reviews de WrestleMania. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, les prochaines tier lists, la prochaine grosse vidéo qui doit arriver un jour. Oui, ça arrivera un jour, je vous promets. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.